Vous pensez des femmes qui portent le pantalon? Oh, moi, j'aime pas. Oh, nous, ça nous est Vous savez, égal. chacun fait comme il veut. Les femmes, c'est plus joli en robe. Oh oui. Oh, bah, c'est pas mal. Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Moi comme d'habitude, je suis hyper contente d'être avec vous pour aborder des sujets passionnants. Enfin moi je les trouve passionnants, j'espère que c'est votre cas aussi. Surtout que j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à travailler sur le sujet du jour. Mais d'abord une petite digression puisque j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'association Handicats. Donc Handicats, c'est une association qui récupère des animaux handicapés, grièvement blessés, et qui essayent ensuite de leur trouver une famille, et ils font vraiment un travail remarquable. C'est une toute petite structure basée en Normandie, vraiment, ils sont vraiment admirables. Et ils ont lancé une campagne de levée de fonds parce qu'ils ont pour projet de déménager dans un endroit un peu plus isolé, plus grand, pour accueillir encore plus d'animaux. Sauf que c'est difficile aujourd'hui pour les associations d'accéder à des financements. Donc voilà, je voulais mettre mon petit galet à l'édifice et mettre dans la barre de description des liens vers l'association, vers des articles qui parlent d'handicats. Et si ce sujet vous intéresse, allez faire un tour sur leur site, vraiment ça vaut le coup. Donc je referme la parenthèse et on attaque le sujet du jour, les femmes et le pantalon. Un sujet mouvementé et compliqué, vous allez le voir. C'est parti! Mais d'abord, quelques mots sur le pantalon. Après tout, c'est lui, notre héros du jour. Donc, le plus vieux pantalon qu'on ait trouvé date de 2000 avant Jésus-Christ. Il a été trouvé dans l'est de la Chine, dans la tombe d'un cavalier. Parce qu'en fait, le pantalon, ça va vraiment devenir le compagnon des peuples cavaliers. Il va se diffuser en Asie et en Europe. Et ça, même si les Romains et les Grecs vont vraiment regarder le pantalon avec dégoût et l'assimiler aux barbares. Et le pantalon va garder cette mauvaise réputation jusqu'à l'époque contemporaine, puisqu'il faut savoir que au XVIe, XVIIe siècle, c'est vraiment le vêtement des classes laborieuses, des classes populaires, des marins par exemple. Les gens aisés, eux, portent la culotte. Alors la culotte, j'ai jamais compris la hype autour de ce vêtement. Moi, je trouve que c'est pas du tout saillant. En fait, la culotte descend jusqu'au genou et ensuite il y a un collant qui part du pied et qui va justement jusqu'au genou. Moi, je trouve que c'est pas très beau, ça coupe la jambe en deux. Mais bon, chacun ses goûts. Et c'est à partir du Premier Empire que le pantalon va commencer à s'imposer. Les mauvaises langues diront que c'est parce que Napoléon, prenant de plus en plus de poids, va préférer le port du pantalon à la culotte, qui était beaucoup plus confortable pour un homme avec de l'embonpoint. Pourquoi pas? Et c'est vraiment dans les années 1830 que là, le pantalon va définitivement détrôner la culotte, parce qu'il y avait une sorte d'anglomanie à l'époque, et le pantalon était très à la mode en Angleterre. Mais quid des femmes, vous allez me dire? Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Donc en fait, il faut savoir que la Révolution française va également avoir un impact sur les vêtements, puisqu'en octobre 1793, un décret va être publié qui proclame la liberté pour chacun de s'habiller comme il l'entend. Sauf que ce décret précise que cette liberté doit se faire dans le respect des différents sexes. Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas porter de culotte ou de pantalon. Et ça va en décevoir plus d'une. Parce qu'il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, beaucoup de femmes vont commencer à revendiquer un costume féminin plus confortable. On n'en est pas encore à revendiquer le port du pantalon. Ça, c'est vraiment une revendication qui va apparaître, on va dire, à la fin du XIXe, tout au long du XXe. Mais elle découle justement de cette aspiration à un vêtement plus confortable. Donc c'est pour ça que certaines Amazones de la Révolution, comme Théroigne de Méricourt, vont porter des jupes amples, vont également masculiniser leurs costumes, elles vont mettre des jabots, elles vont porter des chapeaux, déjà pour des raisons de confort et aussi parce que la masculinisation c'est aussi synonyme d'autorité et de pouvoir. Donc vous vous doutez bien, ça va pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte un petit peu houleux qu'en 1800, la préfecture de police de Paris va prendre un arrêté très célèbre aujourd'hui qui interdit aux Parisiennes de porter des vêtements d'hommes dans l'espace public. Alors, bien sûr, ce n'est pas une interdiction absolue, puisque des autorisations de travestissement vont être délivrées, mais vraiment au compte-gouttes. Donc la plus ancienne d'entre elles qu'on a retrouvée, c'était en 1806, et qui autorisait une certaine mademoiselle Catherine Meyer à s'habiller en homme pour pouvoir monter à cheval. Mais c'est très difficile d'en avoir. En 1890, par exemple, seulement une dizaine de ces autorisations vont être données. Et ces autorisations de travestissement étaient surtout adressées à des femmes qui avaient besoin de s'habiller en homme pour leur travail,
pour des raisons de santé ou parce qu'elles avaient des physiques jugés masculins. C'est par exemple le cas des femmes à barbe. Oui, le livre consacre quelques pages aux femmes à barbe, donc ça valait le coup de le mentionner. Alors bien sûr, certaines femmes vont passer outre ces autorisations et porter un costume masculin, quoi qu'il en coûte. C'est le cas de quelques people de l'époque, des intellectuels, des artistes, comme George Sand, sûrement la travestie la plus célèbre du 19e siècle, mais aussi de la peintre Rosa Bonheur ou de l'archéologue Jeanne Dieulafoy. C'est aussi le cas de quelques femmes militaires comme Thérèse Figueur, ou Marie-Angélique Duchemin qui ont combattu dans les armées de Napoléon et qui ont gagné le droit de porter des costumes militaires masculins. Alors il faut savoir que au fur et à mesure que le 19e siècle s'écoule, cette aspiration à un costume plus confortable, voire même à un costume masculinisé, va se diffuser au sein de la société. Ce n'est plus l'apanage de quelques privilégiés. Ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, il y a le travail féminin qui va se banaliser. En 1906, les femmes, c'est un tiers des actifs. Il y a aussi des considérations hygiénistes. Les femmes veulent avoir le droit de porter des vêtements fermés. Et surtout, il y a le développement des sports de loisirs et surtout de la bicyclette. Alors la bicyclette, ça va vraiment déchaîner les passions parce qu'en fait, les femmes cyclistes, et elles étaient nombreuses à la fin du 19e, ces femmes vont porter des jupes culottes. Et en fait, ces jupes culottes vont laisser entrevoir leurs mollets. Et ça, c'est so shocking. C'était vraiment considéré comme le comble de l'indécence. Franchement, la jupe culotte, c'était vraiment l'affaire Dreyfus vestimentaire. Et un autre vêtement va faire un petit peu polémique, c'est le pantalon du dessous. Parce que encore, à la fin du 19e, les femmes n'osent pas porter forcément un pantalon du dessus. Encore, elles sont nombreuses à en porter un sous leur robe ou leur jupe. Et ça va même devenir un symbole de la belle époque puisque les danseuses de cancan et de chahut vont justement porter ce pantalon du dessous. Mais en fait, c'est pas ces bouts de tissu en eux-mêmes qui font peur. Ce qui fait peur, c'est que qui étaient ces femmes qui portaient des jupes culottes ou des pantalons du dessous ? C'était des femmes actives. C'était des femmes qui quittaient leur foyer pour investir des lieux historiquement masculins, comme la rue. Et ça fait très peur. Bon, surtout qu'aussi au 19e, début 20e, une femme en costume masculin était systématiquement associée à l'homosexualité féminine et donc du coup ça aussi ça faisait très peur. Et donc vu qu'il y a une forte opposition contre ces femmes qui mettent des costumes d'hommes, ça va très vite devenir un symbole politique et beaucoup de féministes vont s'emparer de l'apparence féminine et notamment du pantalon et en faire une revendication politique. Et ce combat idéologique, donc sous fond de peur de la part des populations masculines, va se poursuivre jusque dans les années 30. Et vraiment, le procès qui va le plus incarner cette opposition entre pro-pantalon et anti-pantalon, ça va être le procès de Violette Maurice. Alors, que dire de Violette Maurice ? Je ne sais même pas par où commencer. Alors Violette, c'est avant tout une grande sportive, c'était une surdouée du sport qui participa à plein de compétitions. C'était aussi une homosexuelle notoire qui ne se cachait pas, ce qui était rare à l'époque. C'était tout un personnage, très vulgaire au passage, mais un personnage. Et en fait, Violette va avoir un procès contre une fédération sportive parce qu'elle portait des vêtements masculins. Bon, son homosexualité a pu jouer aussi puisqu'il semblerait qu'on l'ait accusée d'avoir eu des comportements un petit peu inappropriés dans les vestiaires. La fédération va invoquer l'ordonnance de 1800 et finalement la cour va donner raison à la fédération au motif que Violette corrompt la jeunesse avec ses tenues masculines. Bon, après on va pas trop pleurer sur Violette parce que celle-ci ensuite a eu un comportement un petit peu ambigu pendant la guerre. On va dire que Violette était très germanophile, vous m'aurez compris. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les années 20 qui portent des pantalons. Exception faite du pantalon de plage qui apparaît en 24, mais c'est un pantalon tellement large qu'on dirait une jupe. Même les garçonnes qu'on peut penser émancipées, les garçonnes elles portent des vestes certes, mais souvent elles portent des jupes avec ces vestes. Bon, dans les années 30, ça va légèrement changer puisque certaines vedettes hollywoodiennes comme Marlène Dietrich vont commencer à porter le pantalon. Mais en fait, disons qu'on va passer, juste ajouter un cliché supplémentaire sur le pantalon, quoi. C'est-à-dire que dans les années 30, le pantalon, c'est pour qui ? C'est pour les féministes extrémistes, c'est pour les sportives, c'est pour les lesbiennes et c'est pour les femmes fatales, quoi. Mais The Girl Next Door, elle n'ose pas encore porter un pantalon. Dans les années 40, là, tout change, le pantalon va commencer son ascension irrésistible, puisque dans les années 40, la femme en pantalon va être montrée dans les vidéos de propagande, notamment aux États-Unis. La femme qui porte un pantalon, elle est active, elle est ouvrière, elle travaille pour sa patrie.
et ensuite on n'arrêtera plus le pantalon. Donc dans les années 50, son port va se démocratiser et atteindre un pic dans les années 60. Mais attention, c'est-à-dire que si les Françaises sont de plus en plus fans du pantalon, il y a encore des résistances légales ou coutumières qui font qu'on ne peut pas porter un pantalon n'importe où. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme? On est pour. Et dans l'administration? Aussi. Dans la fonction publique? Oui. Les avocats? Oui. Les huissiers? Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Et là, vous allez être choqués. Par exemple, dans les années 50, porter un pantalon dans un tribunal pouvait être considéré comme une offense à un magistrat. Le livre nous donne des exemples, dont un qui s'est passé en 1954, qui est quand même très choquant. Donc une ouvrière qui travaillait en pantalon devait aller témoigner, je crois, à un procès, sauf qu'elle n'avait pas eu le temps de rentrer chez elle se changer, donc elle arrive au tribunal avec son pantalon, et quand le juge a vu ça, il a été scandalisé et il a refusé en fait de continuer son audience et il l'a suspendu. Mais l'anecdote qui m'a le plus choquée, c'est celle de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut savoir que jusque dans les années 80, les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon à l'Assemblée. D'ailleurs, il est arrivé une mésaventure en 72 à Michèle Alliot-Marie, vous savez, l'ancienne ministre. En fait, elle devait se rendre à l'Assemblée et elle était habillée en tailleur, hein. Sauf que les huissiers ne l'ont pas laissée entrer, tout simplement parce qu'ils jugeaient indécent qu'une femme pénètre dans l'Assemblée en pantalon. Et ça, c'était pas un incident isolé, hein. Par exemple, en 78, donc la députée Michèle Leblanc, une députée communiste, a eu le même problème. Elle est entrée dans l'Assemblée en pantalon et les huissiers ont refusé de la laisser entrer alors qu'elle était députée. D'autres députés ont dû venir l'aider pour faire du forcing et elle a pu entrer. Et par contre, elle fut la seule femme à oser porter un pantalon pendant cette législature. Et pourtant, 1978, c'est assez récent, hein, alors que ce genre de choses arrive dans les années 50 encore, d'accord. Mais 70, quoi. Moi, j'ai été choquée quand j'ai lu ça. Alors, bien sûr, aujourd'hui, le pantalon est vraiment hyper présent dans nos vies, hein. Je pense que, comme moi, vous ne pourriez pas concevoir la vie sans un pantalon dans votre garde-robe. Mais en fait, le pantalon a presque trop de succès, j'ai envie de dire. C'est assez drôle d'ailleurs, enfin plutôt inquiétant, comment les rôles se sont inversés. Parce qu'il faut savoir que pendant des siècles, la femme qui portait le pantalon, c'était une indécente. Alors qu'aujourd'hui, justement, la femme qui porte le pantalon dans certains territoires, c'est elle qui est décente. Et la jeune femme qui porte une jupe ou une robe, elle est considérée comme une fille facile qui ne se respecte pas. Si bien qu'on entend parler maintenant du droit à ne pas porter de pantalon, et qu'il y a eu des initiatives comme la journée de la jupe. Et moi, je trouve juste dingue cette inversion, parce qu'en fait, ça montre que, quoi qu'il arrive, on trouvera toujours quelque chose à reprocher au costume féminin, et qu'en fait, l'histoire est un éternel recommencement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc quelques mots sur le livre que j'ai utilisé. Donc une histoire politique du pantalon de Christine Barr. Et franchement, je vous conseille ce livre. Il était vraiment hyper intéressant. Il n'y avait ni trop d'exemples, ni pas assez. Ceux qui étaient choisis étaient vraiment pertinents. Franchement, un livre qui se lit très facilement. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et écoutez, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, déposez un petit pouce positif. C'est vraiment super. Un abonnement, sinon, allez peut-être voir l'association DICAT. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!